C'est bien parce que Marianne parlait de parité. Donc là, je crois que c'est bon pour nous depuis ce matin. Voilà. Donc j'ai compté, on ne l'aurait jamais fait dans l'autre sens, mais j'ai compté qu'on était 18 femmes à intervenir contre 6 hommes. Mais si ça avait été il y a 10 ans qu'il y avait 18 hommes et 6 femmes, on n'aurait rien dit. Voilà. Donc on ne dit rien. Alors ce matin, donc, les différents débats et les cartes blanches que nous avons écoutées nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de la formation continue. Et je voulais rendre comme un hommage à Jacques Delors, récemment disparu, parce que c'est quand même lui qui est le papa de la loi sur la formation continue. La loi du 16 juillet 1971, donc ça fait 52 ans que cette loi existe. Et effectivement, même par rapport à ma carrière, je vois qu'il y a une évolution sur les années qui est quand même plutôt tout à fait positive et encourageante. Alors, dès son origine, il était indiqué dans la loi que la formation continue était un levier d'insertion professionnelle, mais aussi de réorientation. Donc, c'est les deux plateaux d'une même balance, être de bons journalistes en sachant évoluer, mais aussi pouvoir se réorienter et même se reconvertir. Voilà, donc on a vu ce matin qu'il y avait que les journalistes avaient des droits à la formation, que les employeurs avaient des devoirs, si je puis dire, en tout cas l'obligation de proposer à leurs salariés de se former pour mieux appréhender leur emploi, bien sûr, et le faire évoluer. Mais parfois, on peut accuser les employeurs de chercher à orienter cette obligation pour mieux correspondre à l'évolution de l'entreprise. Et donc, des résistances ou des réticences peuvent alors apparaître. Donc, nous avons 3 personnes pour débattre de cette thématique. Véronique Roland, donc responsable du développement RH pour le groupe Telegram. Et je suis contente d'accueillir la PQR parce que ce matin, nous avions beaucoup de grands groupes. Et là, on a quand même quelqu'un qui représente la presse quotidienne régionale. Valentine Lopez, donc, qui est responsable du département information à l'Université France Télévisions, dont nous avons aussi un petit peu parlé ce matin, parce que son rôle est essentiel. Et Mylène Girardot, journaliste à TV5 Monde, qui est membre de la Commission nationale de l'emploi des journalistes, la CPNEJ, qui reconnaît donc les écoles, au titre du SNJ. Voilà, ma première question, donc, c'est à Madame Roland que je vais la poser. Je voudrais savoir un petit peu quelle est la part consacrée dans votre RH à la formation continue des journalistes. Est-ce que c'est une part importante? Les moyens donc, que vous y consacrez et éventuellement les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, Micro. Je vais peut-être préciser... Pardon, là c'est mieux, oui. Préciser un petit point d'organisation RH au groupe Telegram, parce que je pense que ce point d'organisation de la fonction RH est sans doute un levier intéressant sur concernant alors je ne suis pas objective parce que c'est moi qui porte ce sujet-là, mais sur la pertinence des plans de développement des compétences. Dans le groupe Telegram, les fonctions RH, comme d'ailleurs d'autres fonctions support, sont une société à part entière dans le groupe. Donc les fonctions RH ne sont pas directement rattachées au Telegram ou à l'une ou l'autre des sociétés. C'est une société à part entière. Et nous travaillons au service de l'ensemble des collaborateurs, des managers du groupe. Alors bien évidemment, en réponse à une feuille de route et des axes stratégiques qui sont définis par la direction du groupe. Ça a son importance parce que les services RH, le pôle développement RH, compte une équipe d'une dizaine de personnes. Chaque direction opérationnelle a alors ce sont que des femmes, malheureusement, on essaie de recruter des hommes, mais on n'a pas beaucoup de candidats. Mais chaque direction opérationnelle a une RRH dédiée. Alors, je vais effectivement faire un zoom plutôt sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la population des journalistes. Les différentes rédactions, la rédaction en chef et les différentes rédactions qui sont réparties sur les territoires ont une RRH dédiée vraiment sur les enjeux formation, recrutement, gestion des carrières, transformation des organisations de travail, donc vraiment dédiée pour la population des journalistes. Quelle est la population des journalistes, oui, précisément? Alors Telegram, 500 collaborateurs, 215 journalistes, donc c'est 45% de la population. Voilà pour vraiment un bref
un bref descriptif de notre organisation, mais je pense que ça a effectivement son intérêt parce qu'on est aujourd'hui dans une relation, il n'y a rien de péjoratif et encore moins de mercantile dans ce que je vais dire, mais une relation client-fournisseur entre les services RH et puis les différentes directions opérationnelles. Donc ce qui, je pense, met le curseur du dialogue manager-RH à un niveau finalement une logique de travailler main dans la main au quotidien sur l'ensemble des sujets. Alors, la politique RH, elle est, on veut dire, classique. Elle est articulée autour de 5 axes principaux. Alors, le développement des compétences, bien sûr. Le recrutement également, interne comme externe. La transformation des organisations de travail, alors ça c'est aussi un sujet qu'on retrouve dans toutes les entreprises de presse. Transformation des organisations parce que les contenus bougent, les supports bougent, les technologies bougent. Donc ça c'est un axe majeur. On a également un plan annuel de mobilité géographique, fonctionnel, hiérarchique. Et puis le dernier axe, mais dans lequel on met beaucoup de choses, c'est la gestion, le suivi de carrière et l'accompagnement des talents. Mais effectivement, comme il a été dit ce matin, les talents sont chez tout le monde, donc c'est une expression qui n'est pas forcément très juste. Les moyens que nous mettons en matière de formation, le budget de formation du Télégramme est chaque année entre 400 et 500 €. En pourcentage? Pardon? En pourcentage? Oui, dédié aux journalistes, oui. On est à peu près sur 30%. 30%. Alors, le réflexe la question que vous auriez certainement envie de me poser, 50% de l'effectif, 30% du budget formation. On a dans l'activité formation, on a à peu près 25% de formations qui sont faites en interne. On a beaucoup de formateurs internes. Donc beaucoup de formations internes. Les formations internes sont, et ce n'est pas la raison pour laquelle on a ce volume de formations internes, mais sont moins coûteuses que les formations externes. Donc effectivement, en termes de budget, ça explique qu'on soit effectivement à 30% et pas aux alentours de 50 ou 60%. Voilà, 30%. Sur les 2 dernières années, c'est 75% des journalistes qui ont reçu au moins une action de formation. Et sur ces 75%, il y en a à peu près 20% qui ont eu plus d'une action de formation. Et alors, qui sont les formateurs? Puisque ce sont des formateurs internes, ce sont des confrères? Alors, on a un pool d'une dizaine de formateurs internes sur un certain nombre de sujets. Alors, majoritairement des journalistes, mais de moins en moins, c'est-à-dire qu'ils sont rejoints par des équipes data, enfin par des spécialistes de nos équipes data, marketing également, commerce un petit peu moins, mais on a aujourd'hui de plus en plus de co-animation entre la rédaction et le marketing et le numérique, globalement. Alors, qui recueille les demandes de formation, précisément des journalistes? Les entretiens annuels sont menés par la RH? Non. Alors, voilà, c'est pour ça que dans notre organisation, il y a ce point-là, je pense, qui est intéressant. Les entretiens annuels et les entretiens professionnels sont animés par le manager. Alors, j'emploie le terme de manager parce que c'est un terme générique. Il y a des managers dans toutes les directions opérationnelles. Donc, c'est le rédacteur en chef pour les journalistes? Non, c'est les N-1, N-2 du rédacteur en chef. On est répartis en territoire, puisqu'effectivement, en presse quotidienne, on est répartis sur 7 territoires. Et la rédaction en chef a des N-1, des N-2, des N-3. Mais enfin, en général, la délégation des entretiens annuels et professionnels se fait sur les N-2, N-1 et N-2. Et donc, ce sont vraiment, effectivement, des managers de proximité, enfin, ceux qui animent leurs équipes au quotidien, qui font les entretiens annuels et les entretiens professionnels. Alors, les besoins en formation sont exprimés dans le cadre de ces entretiens. Alors, ils peuvent être exprimés aussi à d'autres occasions. On a des points RH que l'on peut faire avec les collaborateurs en dehors des campagnes d'entretien, heureusement. Mais oui, c'est effectivement là que se fait la remontée des besoins, enfin l'expression des besoins, la remontée des besoins. Manager, collaborateur. Et après, c'est un process assez classique. Exprimé et pris en compte, où il peut y avoir à un moment donné des
résistance de la part soit de la direction, aller vers une formation souhaitée par une équipe en région, ou soit le contraire, des journalistes qui disent ce que nous propose le plan de formation ne correspond pas du tout à ce dont nous avons besoin? Alors, le plan de formation, comme il est construit sur la base des demandes des collaborateurs et des demandes des managers, alors effectivement, il y a des arbitrages à faire. On ne se retrouve pas forcément dans une situation, puis il ne faudrait pas qu'on le soit d'ailleurs, dans laquelle on a un plan de formation construit ensemble, validé en CSE, pour lequel on s'entend dire il ne répond pas à nos besoins. Donc, comme on le construit finalement plutôt en collaboratif, on ne se retrouve pas dans cette situation-là. Par contre, le Télégramme fait... on a une activité formation qui est très soutenue, une habitude aussi de formation, compris les collaborateurs, et c'est très bien. Donc, on a beaucoup de demandes. On ne peut pas... Plus de demandes que d'offres. Il y a, je pense, plus de demandes que d'offres. Oui, je pense. Classiquement, comme dans toutes les entreprises, à un moment donné, il y a des arbitrages, des priorités 1, des priorités 2 par rapport au projet, par rapport au projet qu'il faut finaliser, au produit qu'il faut livrer. Statistiquement, et pour avoir, comme le plan 2024 est encore assez frais parce qu'on l'a présenté en décembre, on a peu de situations dans lesquelles on a des collaborateurs qui expriment un besoin de formation que l'on écarterait complètement, et si tant est qu'il soit finalement en dehors des axes stratégiques que la rédaction en chef s'est fixée. On irait chercher des dispositifs pour essayer de satisfaire. Merci. On reviendra sur les résistances entre guillemets, puisque c'est le titre de la table ronde. Mylène, donc journaliste TV5 Monde, entreprise de taille moyenne? Oui, 400 équivalents temps plein. Voilà, et il y a 285 permanents, dont 68 journalistes permanents. Et après, on a une 70 pigistes à peu près, mais je dirais, on va dire une trentaine de réguliers qu'on voit régulièrement sur les plannings ou qui sont correspondants à l'étranger aussi. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que c'était quand même une rédaction qui fonctionnait à flux tendu. Donc, comment effectivement pouvoir organiser les absences pour les actions de formation? C'est une des problématiques, j'imagine. C'est la grosse problématique à TV5, c'est qu'on est vraiment, on fonctionne au minimum possible en fait. C'est-à-dire que pour chaque journal, on a le minimum de journalistes possible pour fabriquer le journal. C'est très rare quand il y en a un en rab. Donc, dès qu'on envoie quelqu'un en formation, il faut le remplacer. Donc, c'est coûteux parce qu'il faut toujours trouver un pigiste pour le remplacer, c'est systématique. Alors que dans d'autres services qui ne sont pas liés à la formation, on ne rencontre pas ce type de problématique parce que la tâche qui n'est pas accomplie aujourd'hui, elle peut être faite demain. Nous, quand on doit sortir 5 journaux par jour, il faut bien qu'il y ait des journalistes pour les faire, quoi. Et puis, oui, une question aussi de timing. Alors, des fois, on parle de des sensibilisations de 2 heures ou des formations de demi-journée. Pour nous, c'est pas possible, en fait. Parce que encore une fois, quand on est sur le journal, on ne peut pas se libérer 2 heures comme ça. Donc, dans les formations collectives même, récemment, on a une formation pour toute l'entreprise d'acculturation à l'intelligence artificielle. 2 heures, c'était passionnant, mais en fait, les journalistes ne peuvent pas y assister, ou presque, quoi. Enfin, quelques-uns, ils l'ont peut-être fait sur leur temps de repos, s'ils ne travaillaient pas ce jour-là, mais s'ils étaient en poste ce jour-là, ils n'ont pas pu y assister. Donc, il y a des sessions de rattrapage, peut-être. Il y a eu 2 sessions. Ils essayent à chaque fois de faire 2 sessions, mais c'est que toutes ces formations collectives pour l'entreprise, c'est très difficile pour les journalistes d'y assister, en fait. Il n'y a que la seule solution, c'est de les libérer pour la journée. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous, à la fois effectif et puis oui, pouvoir libérer du temps. Parce que des fois, on est aussi dans nos missions, on est à fond et on pense même pas à demander de la formation, en fait, parce qu'on n'a juste pas le temps de s'en préoccuper. Je vais même dire à titre personnel, moi j'ai même participé aux négociations de l'accord de branche sur la formation continue en 2015 pour l'audiovisuel.
Je n'ai jamais fait appel à mon CPF depuis 2015. Je connais exactement comment faire, enfin, je m'en suis occupée, mais je n'ai pas pris le temps, moi, de rechercher pour moi-même de la formation parce que voilà, on est pris dans notre quotidien de travail, quoi. Alors, si chaque permanent est remplacé par un pigiste, j'imagine que les pigistes, de toute façon, n'ont pas ni le temps ni le droit même à la formation. Comment ça se passe pour eux? Parce que c'est quand même une certaine masse que vous avez en pigiste. Alors, effectivement, parce que les permanents font leur demande de formation éventuelle lors de l'entretien annuel. On a aussi un entretien professionnel avec le manager, comme ça se passe chez vous. Mais bien sûr, les pigistes ne font pas d'entretien. Donc, ils ne peuvent jamais demander de formation. Donc, il peut arriver... Enfin, on les intègre finalement dans des formations outils. On change de logiciel. Si on veut pouvoir continuer d'employer les pigistes, voilà, forcément, on va les former. Mais sur le reste, dans montée en compétences, de développement des compétences, ils sont exclus. Et ils pourraient demander, mais ils ne savent souvent même pas qu'ils y ont le droit, ils n'y pensent pas. Et puis, alors qu'en plus, c'est du temps de travail, donc ils seraient payés pour suivre ces formations même. Mais voilà, il n'y a pas cette... ils n'osent pas demander, en fait. Quand on est précaire, on n'ose jamais demander, presque on devrait remercier de travailler. Et il y a un problème aussi culturel là-dedans. Mais voilà, en tout cas, c'est une vraie difficulté pour les pigistes, pour l'accès à la formation. Et puis, une question de connaissance des droits. Quand on va... Pour un pigiste qui veut se former, en fait, il sait que s'il veut partir quelques jours en formation, c'est quelques jours où il ne sera pas disponible pour du travail. Il ne sera pas payé. Il ne sera pas payé. Et puis, pour accéder à ces droits à la formation, c'est très compliqué parce que c'est assez lourd administrativement. Enfin, quand on ne sait pas, on va voir l'AFDAS. Effectivement, l'AFDAS a des personnes très compétentes qui les aident, mais il y a tout un tas de complexités administratives. Typiquement, un journaliste qui travaille à la fois en presse écrite et à la fois dans l'audiovisuel va avoir d'énormes difficultés pour faire valoir ses droits à la formation. Pourquoi ? Parce que quand on travaille en presse écrite, on va dépendre de l'accord de presse écrite qui prévoit des dispositions spécifiques pour les journalistes de presse écrite avec des seuils pour lesquels ils pourront avoir accès à leurs droits à la formation. S'ils travaillent dans l'audiovisuel, il n'y a pas la même chose. Et ils vont être dans le droit commun. Donc en fait, quand ils travaillent dans les deux, parfois ils n'ont pas travaillé suffisamment pour avoir accès au fonds de la presse écrite, ni avoir accès aux fonds légaux de l'audiovisuel, puisque de toute façon ils ne passent pas leurs entretiens annuels, donc ils ne sont pas dans les plans de développement de compétences. Donc en fait, ils se retrouvent dans un no man's land où leur masse salariale a servi, ils ont cotisé finalement pour cette, l'entreprise a cotisé pour qu'ils soient formés, mais ils ne peuvent pas se former. Et ça, c'est une des premières choses, mais après, il y a eu à chaque nouvelle réforme, en plus, il y a des complexités. Je me souviens, moi, quand j'étais encore pigiste, quand il y a eu la dernière réforme du passage du droit du DIF au CPF, et c'était une tannée, quoi. On fait rendez-vous à l'AFDAS pendant 2 heures, apporter toutes les photocopies de tous vos bulletins de salaire depuis 10 ans, et puis calculer tout. C'était un truc compliqué, quoi. Et franchement, faut le vouloir et c'est pas évident. Arnaud l'a évoqué ce matin, mais c'est vrai que certaines instances sont des usines à gaz et en tout cas ne facilitent pas toujours les démarches administratives qui permettent à un certain nombre de journalistes d'accéder à la totalité de leurs droits, et notamment du droit à la formation. Et je me permets de renchérir avec le CPF de transition qui a remplacé l'ancien congé individuel à la formation, parce que le CIF était quand même un système qui était, me semble-t-il, pas trop mal, qui était géré aussi paritairement à l'AFDAS. Et on pouvait, donc il y avait on faisait une demande pour une formation qui n'était pas toujours certifiante, qualifiante, mais qui pouvait apporter un vrai plus dans nos métiers ou pour se réorienter si on voulait changer de métier. Et donc voilà, on passait en commission, et puis tous les dossiers n'étaient pas acceptés, mais il y avait quand même de l'argent et la possibilité de suivre ce type de formation. Aujourd'hui, ça n'est plus géré paritairement. Tout ça, on est passé dans la grosse moulinette de France Compétences, qui gère les dossiers de CPF de transition, et les personnes très formées ne sont pas prioritaires.
Donc quand on est journaliste, on est souvent à Bac+5. Donc nous ne sommes pas prioritaires pour suivre les CPF de transition. Donc en fait, globalement, on n'y accède pas. Et ça veut dire que pour suivre une formation de documentaire, on est journaliste, on va être une formation de documentaire aux ateliers Baran, par exemple, ben en fait, vous avez très peu de chances d'obtenir les fonds, quoi, parce que vous n'aurez pas l'argent. France Compétences considérera que vous n'êtes pas prioritaire. Donc il y a tous nos métiers des médias, il n'y a pas que les journalistes d'ailleurs, hein, mais tous nos métiers sont vraiment... on a moins de chances aujourd'hui d'être formés, en tout cas de suivre des formations longues qui ne sont pas toujours certifiantes, mais qui peuvent être très pertinentes, et de se réorienter aussi, surtout, quoi. Valentine Lopez, donc à la fois journaliste, responsable de la direction info de l'Université de France Télévisions, formatrice aussi, donc sur les trois mondes. Comment ça se passe donc à l'Université de France Télévisions? On en a un petit peu parlé ce matin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement s'il y a une réelle adéquation entre les besoins de l'entreprise et les souhaits des journalistes. Comment ça se passe, effectivement? Qui décide, qui tranche? Est-ce que les journalistes sont toujours très enthousiastes à aller à tout type de formation? Est-ce que les employeurs sont enthousiastes à aller en faire le plus possible? Donc voilà, votre point de vue. Alors, à France Télé, on a un mode de fonctionnement qui est un peu différent parce qu'on est grand et on occupe beaucoup d'espace sur le territoire national. Donc, il y a la rédaction nationale d'un côté, il y a les rédactions régionales et toutes les rédactions ultramarines. Donc, par rapport au budget qui est donné à l'université, qui est un budget assez important puisque... Non, le budget formation de France Télévisions qui représente plus de 7,5 millions d'euros, il est réparti sur toute cette masse salariale qui est organisée par territoire. Donc, à l'université, pour le département info, on gère à peu près un budget entre 800 000 et 900 000 euros, mais ce budget ne représente pas l'ensemble du budget pour les journalistes, puisque c'est un budget qui est décentralisé. Il y a une partie qui est gérée par l'université, une partie qui est gérée par les régions et par des pôles. La France est coupée en 4, et chaque pôle réparti par ses antennes. Ensuite, il y a le budget ultramarin qui est géré, et puis ils répartissent, pareil, sur les 9 antennes d'outre-mer. Donc autant vous dire que pour savoir précisément quel est le budget qui est utilisé pour les journalistes, c'est un peu compliqué. Donc nous, à l'université, entre 800 et 900 000 euros sur différents types de formations, des formations qui sont programmées par semestre, des formations qu'on appelle des formations catalogues, que nous proposons à l'université, les formations stratégiques, qui sont les formations demandées par la direction de France Télévisions, notamment par rapport à l'adaptation sur des nouveaux outils de travail. Pour vous donner un exemple, une formation catalogue, c'est une formation de duplex. Animer un débat, ça, ce sont des formations catalogues. Une formation stratégique, c'est une formation sur les écrans tactiles, sur les unités de tournage smartphone, puisque ce sont des nouveaux outils qui sont mis à la disposition des journalistes. Et la polyqualification, par exemple? Comment? La polyqualification. Oui, la polyqualification. C'était catalogue ou c'était... Polyqualification, alors ça ne fonctionne pas exactement comme ça non plus chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, un journaliste qui est rédacteur et qui veut acquérir une compétence différente, donc celle de JRI, il passe par des jurys de validation, des jurys de compétences complémentaires, ou alors il peut suivre une formation au sein de France Télévisions qui dure 10 semaines. Il passe des tests devant un jury, et ce jury décide ou non de lui donner l'aptitude pour suivre cette formation à compétences complémentaires. Ce qui ensuite, comme nous sommes à France Télévisions, la compétence complémentaire génère une prime de compétences complémentaires. Et il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau 1, une compétence complémentaire de base, et un niveau 2 qui donne ce qu'on appelle une biqualification et qui est également reconnu au niveau financier. Ce qui permet à des gens qui sont devenus biqualifiés de postuler indifféremment sur des postes soit de JRI, soit de rédacteur. Mais la polyqualification, c'est un terme qui n'existe pas exactement chez nous. Voilà, la biqualification. Oui, biqualification pour les journalistes, mais des compétences
des compétences complémentaires et des adaptations à l'évolution des métiers. Alors sur le catalogue, est-ce qu'il y a des formations qui attirent beaucoup plus que d'autres, puisque là on peut choisir? Alors après, en fait, on a un catalogue, comme on est nombreux, on a beaucoup de possibilités de formation. Et on a des formations qui sont des formations numériques, des formations face caméra, des formations sur les aptitudes rédactionnelles, et puis aussi des formations thématiques sur l'information, par exemple des formations judiciaires, des formations sur le fait religieux, sur la transidentité, sur... j'en passe, alors, je ne sais plus tellement il y en a. Qui s'inscrit, par exemple, sur une de ces propositions de formation? Alors, des gens qui sont directement intéressés, mais si quelqu'un d'un autre service, par exemple, qui a envie d'apprendre un petit peu plus la religion, est-ce qu'il peut postuler? Alors nous, évidemment, comme tout le monde, on travaille sur la base du recueil des besoins qui nous est remonté par tous les services RH de l'ensemble de toutes les rédactions du groupe. Donc nous, on a un travail quand on constitue le plan de développement des compétences, c'est d'éplucher tous ces tableaux Excel qui nous arrivent pour voir exactement quels sont les besoins pour les différentes antennes. Ensuite, on répond, on programme des formations par rapport à ça. Et ensuite, évidemment, on travaille sur du spécifique et sur du sur-mesure par rapport à certaines antennes. Puisque, notamment sur le réseau ultramarin, la spécificité par rapport à l'ensemble des rédactions métropolitaines, c'est que ils ont la radio que les autres n'ont pas, puisque France Télé gère radio, télé, web au niveau outre-mer. Donc ça, ce sont des formations évidemment qu'on ne programme pas sur le catalogue parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Donc on attend que le besoin spécifique nous remonte et là on déploie les formations dans les territoires ultramarins. Alors une question que je vais poser à toutes les trois. Est-ce qu'il y a effectivement des formations qui attirent? C'était la première question que je vous posais, mais est-ce qu'il y a au contraire des sujets proposés qui sont méprisés par les journalistes, soit parce qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment formés, soit parce que le sujet ne les intéresse pas? Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est une très très bonne question. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des formations, c'est comme tout, hein, il y a, on peut dire, comme des effets de mode. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a mis en place des formations sur le journalisme de solution qui étaient très demandées, donc on arrive à les remplir. Et puis au bout d'1 an, 2 ans, ce sont des formations qu'on ne remplit plus du tout. Dans le recueil des besoins, il y a eu 1 demande, 2 demandes. Donc on arrête de les programmer, on les garde dans notre catalogue de propositions de formation et on attend de voir si d'autres personnes nous le demandent. Il y a, en fait, en règle générale, les formations se remplissent. Et vous suivez en fait, c'est l'évolution sociétale. On s'adapte à tout. Tout à l'heure, on entendait parler de formation sur le cyberharcèlement. Oui, nous aussi, nous sommes confrontés au cyberharcèlement. Donc, nous avons mis en place des formations sur le cyberharcèlement. L'intelligence artificielle, évidemment, puisque ce sont des sujets d'actualité. Donc en fait, il y a un travail au niveau de la formation de veille. Donc on regarde la tendance, on adapte les programmes et on propose. Je ne sais pas si... Au Télégramme, on n'a pas de catalogue de formation, entre guillemets, en tant que tel, ou digne de ce nom. On a des actions récurrentes, peut-être 4 ou 5 actions récurrentes qui sont inscrites au plan, mais finalement, à chaque construction de plan, on part d'un champ très ouvert, on part des demandes qui sont exprimées, et on le construit et on construit le plan à partir de cela. En fait, je m'en rends compte en écoutant les témoignages depuis ce matin, parce que c'est une question que je me pose. Ça fait 10 ans que je suis sur ce poste-là, et systématiquement je me pose la question: est-ce qu'il faut qu'on construise un catalogue de formation? Mais en fait, on se retrouve avec des plans de développement des compétences qui, d'une année sur l'autre, sont différents, peut-être se réinventent peut-être à 50% ou 60%.
Voilà, donc des formations qui ne se remplissent pas par définition, comme on n'a pas de catalogue, on ne peut pas le dire comme ça. Une action qui est mise au plan est une action pour laquelle il y a des journalistes qui ont été vraiment précisément identifiés. Donc nos sessions se remplissent. Des sujets qui n'intéresseraient pas, on a 90% d'actions de formation qui se font en intra. Donc là aussi, finalement, on ne se retrouve pas dans cette situation-là. Et la question, je suis suffisamment formée, j'ai pas besoin d'y aller. On l'a peut-être vécu par le passé, ça remonte. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et ça je pense que c'est chez tout le monde, c'est qu'on est dans des organisations qui sont très transversales et que la rédaction travaille avec beaucoup de services par ailleurs, en mode projet, nouveaux produits, nouvelles organisations, nouveaux formats. Et qu'à partir de là, si je me mets à la place d'un journaliste et que je me dis j'embarque pas, le risque de décrochage là quand même il est important. Donc je pense que plus on travaille en mode projet, en collaboratif, à mon avis d'abord plus on embarque les collaborateurs et moins on a ce risque là de non je n'y vais pas, j'en ai pas besoin. Alors, en parlant de décrochage, est-ce que vous avez des formations prévues justement pour le maintien dans l'emploi des seniors qui peut-être avec le temps ne peuvent plus exactement exercer le métier comme ils l'ont fait à cause de la révolution numérique, à cause d'autres choses. Mais est-ce que, je ne sais pas, à partir de 50 ans, il y a des formations particulières pour pouvoir maintenir dans l'emploi des journalistes ? Au Télégramme, non, parce qu'on ne fait, on ne fait pas le constat qu'il y a un décrochage. Alors effectivement, c'est peut-être plus compliqué, notamment sur les formations techniques, nouveaux outils, mais il n'y a pas de... On ne fait pas ce constat-là. Ce que l'on peut... Non, même pas, en fait. Je réfléchissais à la durée des formations, des formats pédagogiques peut-être un peu différents, mais non. Non, pas... Parce qu'il y a un... C'est vrai que j'aime pas employer ce terme-là, mais il y a un fossé quand même générationnel dans tout ce qui est évolution des technologies. On l'a vu avec la formation des premières rédactions web, notamment, où c'était que des jeunes au Monde ou ailleurs. Et puis petit à petit, voilà, tout le monde a pu se former. Mais il y a quand même un fossé qui existe entre les tout jeunes qui arrivent et qui sont au mieux avec toutes les nouvelles applications, et puis peut-être des gens qui, à 60 ans, sont un petit peu à la traîne. Nous, c'est quelque chose qu'on a vécu à TV5, et on a une rédaction aujourd'hui qui a une moyenne d'âge de 48 ans, mais on l'a surtout vécu il y a quelques années, et en fait, on a une difficulté avec ça résonne avec le débat qu'il y a eu avant sur les managers intermédiaires et sur la charge de travail. Alors parfois, il y a des managers, des rédacteurs en chef, soit ils sont pas bons, ça arrive, ils sont pas bons et on ne sait pas quoi en faire en fait. Donc quand on ne sait pas quoi faire du rédacteur en chef dans une rédaction où on est à effectif très tendu, c'est où est-ce qu'on va le mettre ? On ne peut pas le remettre en dessous comme un simple rédacteur. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire de lui ? On va le mettre au web. Donc on a plein de rédacteurs. On a eu des rédacteurs en chef comme ça qu'on a remis au web. Et donc ils se sont retrouvés sur des outils qu'ils ne connaissaient pas forcément, à devoir être formés sur des CMS, mais lui il était grand reporter, et là maintenant il se retrouve sur un CMS, à écrire des longs papiers, alors que c'était très intéressant et très pointu, mais c'était pas la demande à l'époque où on disait qu'il faut faire des papiers plus courts. Donc se retrouver dans un format complètement différent, et puis avec des petits jeunes qui arrivent, qui sortent parfois d'alternance, ou qui sont très jeunes pigistes, qui ont 23 ans, et qui lui expliquent la vie, et tu sais, pour faire un post Twitter c'est comme ça, et là pour faire... Et donc en fait avec une difficulté de personnes expérimentées qui ont 57 ans, 58 ans, et qui se retrouvent à se faire expliquer la vie par des jeunes de 24 ans, 25 ans, et c'est très dur à vivre. On a eu des difficultés
oui, des difficultés relationnelles, des problèmes qu'il a fallu gérer par les RH, parce que comment on gère ça? Et en général, c'est pas bien géré, parce que personne ne sait vraiment comment le gérer. Valentine, une autre question. Vous faites de la formation en Inde? Non. Ah bon, pardon. Non, je disais juste qu'il y a des formations qui sont mises en place, c'est pas forcément géré par l'information, du moins le département info de l'université, pour des gens qui sont vraiment très éloignés du monde informatique. On met en place quand même beaucoup de formations sur les outils bureautiques, ce genre de choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains métiers où ils sont très professionnels et très compétents dans ce qu'ils font, mais ils n'ont jamais accès à un ordinateur, ils n'allument pas un ordinateur, ils savent à peine faire un clic droit ou ce genre de choses. Ça paraît assez étonnant, mais il y a quand même des populations comme ça. Et du coup, il faut les adapter à ces outils parce que ça devient indispensable pour tout, ne serait-ce que pour poser ses congés. Et Dieu sait si à France Télé, nous avons des congés. Il faut qu'ils apprennent à le faire par le biais des outils informatiques. Donc, il faut les adapter à l'environnement de travail dans lequel ils sont. Alors, la question que je voulais vous poser, c'était juste, vous, alors à France Télévisions, vous avez à la fois des formateurs internes, mais vous travaillez avec les écoles. Alors, nous, on a des formateurs internes, mais j'adore cette phrase. Comme nous sommes une entreprise publique, nous répondons donc à la commande publique. Donc, on est obligé de faire des appels d'offres pour faire travailler des organismes externes à France Télévisions. Donc, en fait, ce sont des prestataires de services de formation avec lesquels nous travaillons. Et avec des formateurs internes, les deux. Alors, est-ce que c'est difficile aussi, puisque vous êtes quand même éclaté sur toute la France, de faire venir, je ne sais pas, de Marseille ou de Lille, c'est assez près, mais de Marseille ou de Strasbourg, des journalistes qui ne se voient pas obligés de venir à Paris, qui n'ont pas forcément envie de venir se faire former. Est-ce que vous rencontrez ce profil? Oui, ça c'est un vrai souci pour certaines formations. Donc ce qu'on essaye de faire sur plein de formations, quand on peut les mettre sur site, on les met sur site, ce qui est quand même beaucoup plus simple. C'est moins onéreux de déplacer un formateur plutôt que de déplacer 10 personnes. Ça, c'est une évidence, donc on le fait. En revanche, il y a d'autres formations où on les met sur Paris pour d'abord mélanger les publics, parce que c'est important aussi de faire du partage d'expérience en formation, et que les personnes de France Télévisions, même si elles sont éclatées sur l'ensemble du territoire, elles ont des réalités qui peuvent être différentes ou des réalités communes, et c'est toujours intéressant qu'elles se rencontrent. Par exemple, j'ai un problème, moi c'est Strasbourg. Ils ne veulent pas bouger à Strasbourg, ils ne bougent pas. Et donc à chaque fois, ils veulent que les formations soient sur place, même s'ils ne sont pas équipés des bons outils, même s'ils ne travaillent pas dans les bonnes conditions pour faire la formation, ils ne veulent pas se déplacer. Donc c'est un peu, on leur explique qu'on ne va pas mettre en place des formations spécifiquement pour eux. Quand on peut le faire, on le fait. Et quand on ne peut pas le faire, il faut qu'ils se déplacent. Et c'est un ordre. Bon. Je repense à autre chose dont vous parliez tout à l'heure, sur les réticences vis-à-vis de certaines formations. Nous, on a eu des expériences où, j'ai un souvenir très précis, il y a quelques années, c'était 2017-2018, formation au VHSS. Moi, j'avais poussé j'étais allée voir avec une collègue, on était allé voir la DRH parce qu'on avait des vrais problèmes à la rédaction. Et donc, on a dit, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut former, il faut sensibiliser tout le monde à ces questions, quoi. Donc, elle nous a suivis. Elle a fait venir un cabinet GAE, donc avec Caroline Dehaas, qui était là, qui expliquait la vie à tout le monde. Il y a eu plein de sessions de 2 heures. Là, pour le coup, tout le monde pouvait et devait y assister. On a même eu une mail du directeur général, j'y serai à la première séance, tout le monde doit y aller. Donc il y avait vraiment une incitation qui était assez positive, mais il y a eu des personnes qui ont estimé qu'elles n'avaient pas besoin d'y aller. Et bien sûr, c'était les personnes qui en avaient le plus besoin. Donc il a fallu les pousser, et je crois qu'à la fin, ils ont fait une session exprès pour tous ceux qui n'avaient pas voulu assister à cette formation, quoi. Mais donc oui, il y a des sujets qui peuvent être problématiques. Ou après, il y a aussi des formations qui peuvent être décidées stratégiquement par l'entreprise. Nous, on a une question de cybersécurité. TV5 Monde avait été victime d'une grosse cyberattaque.
Et là, notre responsable sécurité a dit que tous les journalistes doivent être formés à la cybersécurité. Donc, c'est des formations de 2 jours, donc qui sont quand même coûteuses pour l'entreprise, du coup. Mais en fait, tout le monde n'a pas besoin d'une formation aussi poussée sur ces sujets de cybersécurité. Des personnes qui ne bougent jamais du bureau, qui travaillent toujours avenue de Wagram, n'ont pas besoin de savoir comment se protéger leurs adresses. Enfin, qui ne font pas d'investigation, n'ont pas besoin d'avoir des formations très poussées. Et du coup, se retrouvent à suivre 2 jours de formation, qui là, c'est intéressant. Moi, je vais savoir comment mieux sécuriser mon ordinateur à la maison. Et puis voilà. Donc, il y a des fois, et qui voient pas vraiment l'intérêt, et qui auront... Donc, même si, malgré tout, ça reste important de développer des compétences, même si les salariés n'en voient pas toujours l'intérêt, parce que ça peut servir plus tard. Mais ça qu'il y a parfois des... On peut changer d'emploi. Tout à fait. Mais pour y avoir assisté, j'ai vu qu'il y en avait pour qui ça ne marchait pas. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué aussi. Véronique ? Sur les 2 sujets qui viennent d'être, les 2 thèmes qui viennent d'être évoqués, la cybersécurité et puis les VHSS. Nous, ce que l'on a mis en place, et pour le coup, ça a bien marché. Alors, c'est pas digne du terme de formation, mais on a mis en place une série de ce qu'on appelle des pauses web. C'est de la visio sur un créneau 11h30, 12h30, qui sont poussés dans les agendas Google de tout le monde. Et qui sont animés, alors sur la cybersécurité, c'est animé par le DSI, ça dure 3/4 d'heure, c'est des phrases choc, voilà, on est secoué pendant 3/4 d'heure et on se dit que effectivement si on respecte pas la charte, on prend vraiment conscience, donc c'est un bon format. Et de la même façon, sur le premier sujet, c'est l'infirmière du Telegram qui intervient. Et ça permet, sous ce format-là, format collectif, où on ne demande pas forcément à chacun de participer, d'interagir, parce que ça peut être des sujets délicats sur lesquels on n'est pas très à l'aise, de faire passer les messages quand même. Et quand le collectif voit le nombre de personnes connectées, on se dit que c'est quand même plutôt pas mal d'être connecté, parce qu'il y a des choses à recevoir, même si on n'est pas très sensible au sujet. Je pense que ça fait quand même son effet, donc on en fait 2, 3 dans l'année, que l'on pousse systématiquement dans les agendas, et je pense qu'il y aura de plus en plus de sujets d'ailleurs que l'on traite, qui ne sont pas des sujets métiers, d'expertise métier, mais que l'on traitera sous ce format-là. Et quand on parlait tout à l'heure de réticence, nous on s'est rendu compte que l'intitulé de la formation, c'est quelque chose de très important. Et par exemple, on a une formation qui s'appelait le perfectionnement image pour les journalistes reporters d'images. Il y en avait plein qui ne voulaient pas y aller, parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de se perfectionner, puisqu'ils étaient déjà des professionnels aguerris. Donc on a changé juste un petit peu, c'est perfectionner et enrichir ces tournages, ça passe mieux. Non, mais ça n'a l'air de rien, mais on a eu une déconvenue sur une formation qui nous avait été demandée spécifiquement. Mais je n'arrive pas à me souvenir du titre de la formation qu'on avait donnée. Il y avait 8 personnes qui devaient la faire. C'était une session d'1 semaine. Et sur les 8 personnes, sur les 2 sessions, il y a 4 personnes qui sont venues, parce qu'elles avaient été vexées par l'intitulé de la formation. Donc, ce sont des choses qui n'ont l'air de rien, mais il faut faire, pour les journalistes, parfois qui peuvent être un peu susceptibles, il faut vraiment faire attention même à ce genre de choses. Ça fait penser à autre chose qu'on me disait, c'est que visiblement les journalistes n'aiment pas être évalués. Et que effectivement, c'est ça, souvent on a le sentiment qu'il y en a qui n'aiment pas être corrigés d'ailleurs, même si ça fait partie de notre métier de se faire corriger notre papier, c'est même indispensable. Mais il y a cette crainte d'être évalué, d'être mis en question, et se former, c'est aussi se remettre en question, je pense. Est-ce qu'on peut imaginer que le journalisme, dont tout le monde sait que l'ego n'est pas du tout hypertrophié, puisse, dans un groupe, à un moment donné, provoquer des dissensions où il n'y a jamais eu de bagarre? Parce que moi, j'ai assisté à une formation, c'était sur, je ne sais plus, sur la voix, je crois, avec une psychologue, et le groupe a éclaté en 3 jours, parce que la psychologue nous faisait tellement travailler sur notre intime qu'à un moment donné, il est sorti des choses, et vraiment, le groupe, on n'est même pas arrivé jusqu'au bout de cette formation, ça a complètement éclaté. Voilà. Est-ce que vous avez déjà connu des cas où une formation n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a eu à un moment donné un problème humain?
un facteur. Bon, bah, Non. Vous avez bien évolué. C'est bien. Les correspondants à l'étranger, vous êtes 2 entreprises qui avaient quand même un certain nombre de correspondants. Juste, Pardon. Jacqueline, quand vous parliez des égos parfois hypertrophiés, alors nous, on a beaucoup de personnes qui se proposent d'être formateurs, mais en revanche, qui ne veulent pas suivre de formation. Voilà, donc c'est juste dans la catégorie égo hypertrophié. Parce qu'elles sont nées formateurs. Ils n'ont pas besoin, mais en revanche, ils peuvent expliquer. Donc, vous êtes 2 entreprises qui avaient beaucoup de correspondants à l'étranger, qui, j'imagine, sont très demandeurs de formation parce qu'ils sont tout seuls. Et ils n'ont pas le dialogue avec d'autres à l'intérieur d'une rédaction. Or, c'est vrai que ça coûte cher, là aussi. Est-ce que ça s'organise à Paris? Est-ce que vous faites une formation Afrique, Amérique latine, Asie, je ne sais pas, comme on faisait RFI? Oui. Alors, le réseau TV5 n'est pas aussi développé que celui de RFI, mais clairement, il y a rien de... ils ne sont pas formés officiellement. On ne leur propose pas de formation. Non, ils s'auto-forment. Et alors, par contre, ce qui se fait réellement, c'est plus du mentoring, en fait. Le correspondant à l'étranger, il va envoyer ses images, elles vont être montées à Paris par un journaliste de TV5 Monde, et c'est le journaliste qui reçoit ces images et qui va fabriquer le sujet, en fait, qui va faire un retour à son collègue et lui dire, tu vois, il me manquait tel et tel plan, pense à faire ça, et est-ce que tu as posé cette question, tu vois, tu as besoin... C'est plus c'est du tous les jours, du quotidien. Et c'est les collègues qui le font. C'est rarement les rédacteurs en chef, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le temps. Déjà, il faut qu'ils remplissent le bon de commande pour leur payer les images. C'est la première des choses, mais ça ne paraît pas si évident parfois, visiblement. Et donc voilà, il n'y a rien qui est prévu pour eux. Et il y a une vraie difficulté en plus, c'est que pour les journalistes correspondants à l'étranger, quand ils sont payés en salaire et qu'ils rentrent à Paris, ils peuvent prétendre à Pôle emploi, ils peuvent prétendre à de la formation. Quand ils sont payés sur facture, parce qu'on leur demande de monter des boîtes de production ou d'être auto-entrepreneur pour que ça coûte moins cher à l'employeur, hein, soyons clairs, et pour avoir moins d'engagement, pas de lien de subordination, pour pas qu'ils puissent prétendre à un CDI, en fait, quand ils rentrent, ils n'ont le droit à rien. Ils n'ont pas le droit à la carte de presse, ils n'ont pas le droit au chômage. Ils se retrouvent avec rien, pas de formation non plus, évidemment. Donc c'est une vraie problématique pour ces journalistes. Valentine, France Télévisions. Nous, en fait, ils travaillent dans des bureaux. Donc ils sont pas seuls, et je pense que, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que le correspondant permanent à l'étranger, lui, est un salarié de France Télévisions, et les autres personnes qui composent le bureau sont pas forcément salariées. Elles sont rémunérées par le bureau qui dépend de France Télévisions, et donc la personne qu'on voit, l'envoyé spécial permanent, lui, il dépend de la formation au même titre que nous, mais en général, il part pour 2 ans, plus 1, donc maximum 4 ans, donc ils reviennent. Véronique, je ne vais surtout pas faire un lien entre correspondants et correspondants locaux de presse, surtout pas, mais est-ce que certains qui ont envie de devenir journalistes, vous pouvez prendre en compte une envie d'un correspondant local de presse qui a envie de devenir journaliste, de changer carrément de métier? Est-ce que vous avez prévu ça? Est-ce qu'il existe ce type de démarche et une formation en face? Non, il n'y a rien de structuré en ce sens. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a la volonté de ne pas faire. Je pense que c'est certainement un vrai sujet. Qu'il faut que l'on... Vous voyez, avant votre question, ce n'était pas forcément un sujet sur lequel on s'était posé. Ça mérite sans doute de se poser la question. Ok. La parole est à la salle. Je respecte le temps. Bon, les résistances des journalistes et des éditeurs, ça ne vous inspire pas? Il n'y en a pas? Oui. Anne. Ça marche.
Donc Anne Bidot pour la CFDT. Pour les questions de formation, je voulais juste apporter une précision pour les pigistes, parce que ça fait 2 fois qu'on entend que les pigistes, quand ils se forment, ne sont pas payés. Ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, pour les pigistes de presse écrite, lorsque la formation dure de plus de 14 heures, ils ont bien une indemnité journalière. Et c'est important de le rappeler parce que c'est un vrai frein pour le coup, c'est une vraie résistance pour les pigistes et on peut quand même faire une formation sans avoir un manque à gagner total de ces piges. Et pour les pigistes de l'audiovisuel, puisque là nous avons affaire à 2 professionnels de l'audiovisuel, qui est un secteur que je connais mal, le conseil que l'on donne, pour ces pigistes-là, c'est de faire au moins une pige par an en presse écrite, de manière à avoir un bulletin de salaire. Ça suffit pas. Ouais. Ça suffit plus. Ça suffisait en janvier 2023. Ça suffisait en janvier 2023. Un seul bulletin de salaire, ça suffit pas pour acquérir suffisamment de droits pour prétendre aux formations. Alors pour l'AFDAS, c'est bon. Ah, il y a des gens de l'AFDAS là, il me semble, hein, on est d'accord. Donc ça permet d'avoir accès à ces 4 000 € de formation AFDAS. Voilà une information. Donc vous avez tous entendu. Si les personnes de l'AFDAS une pige dans l'écrit, ça suffit. Ouais. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. J'avoue que j'ignorais. Mais et je vous remercie de dire qu'il y avait également une indemnité pour les pigistes au niveau de la rémunération. Oui, on en a mis à l'entrée, donc vous pouvez effectivement en prendre. Pardon, c'était juste pour rectifier ça. Et donc, comme c'est écrit dans le compte-rendu, je me permets de dire qu'on a essayé d'y voir clair, et c'est vrai que c'est très compliqué. Je suis pigiste. On a tendance à reculer parce que c'est compliqué. Donc on a essayé à la CFDT de faire un petit panorama de ce qu'il est possible de faire, et il y a quand même beaucoup de choses qui le sont. On peut également demander un maintien de salaire pendant sa formation à son employeur principal. Bon, ça ne marche pas toujours, mais on peut tenter. On peut tenter. Non, je n'avais pas de questions. Hein. Non, mais c'est clair. Enfin, en tout cas, merci de m'avoir corrigé. Mais c'est vrai qu'en malgré tout, il y a une méconnaissance souvent des droits, et ça fait partie. Oui, et d'ailleurs, on n'est pas revenu, on n'a pas eu l'occasion de poser des questions sur le panorama chiffré qui nous a été fait en tout début avec les personnes de l'AFDAS. J'étais très surprise par les chiffres, et je voulais revenir sur. Vous avez dit, et c'était tout au début, donc je n'ai pas été peut-être suffisamment attentive, c'était du déclaratif. En tout cas, il n'y avait que 4 bilans de compétences en 2022. Je me suis dit quand même, c'était un chiffre assez bizarre. Et pour les pigistes, c'était certes, c'est toujours très bas, on le sait, mais là, c'était 125, il me semble, pigistes en 2022. Ça me semble pas possible. Et si vous pouviez revenir sur... Je ne sais pas vers qui me tourner, sur qui, comment ces chiffres ont été établis. Je vous remercie. Je laisse Alexandre pouvoir vous en dire plus sur la base AFDAS, les éléments qu'il a pu nous fournir pour qu'on puisse établir ce bilan chiffré. Alors concernant les pigistes, c'est vraiment 124 pigistes qui ont bénéficié d'une action. En fait, il y a 124 bénéficiaires, donc 124 personnes différentes qui ont bénéficié d'au moins une action en tant que pigiste, et ça représente 138 actions. Donc en fait la majorité des pigistes se forment une fois par an, à peine plus. Non, mais en fait il y a 14 actions en plus sur 2022. Là je parle de 2022. La difficulté qu'on a, c'est que là, c'est la base AFDAS, c'est-à-dire des journalistes qui se sont déclarés comme journalistes et qui ont reçu un financement pour se former. On ne peut pas comparer avec... on ne peut pas avoir un taux d'accès à la formation parce qu'on ne peut pas avoir de correspondance de la population totale. On ne peut pas faire croiser la population CJP et la base AFDAS. Donc après, vous pouvez considérer que c'est trop peu. Ça, j'entends. Le micro pour Jean-Marie. Les gens qui se sont formés. C'est 124 pigistes qui ont bénéficié d'au moins une formation via le fonds des pigistes. Mais après, s'il y a des pigistes qui ont été formés par d'autres entreprises et que ça ne s'est pas passé sur... Ça, je ne sais pas. Mais...
Ah bah oui, mais c'est ce qui ressort dans nos données. Donc après, je vous traduis ce qui ressort dans nos données. Voilà. Mais effectivement, c'est très peu. Je ne connais pas la population totale de pigistes, mais du coup, ça fait un taux d'accès à la formation qui est très, très faible. Jean-Marie. Oui, à propos de la presse quotidienne régionale, je ne mets pas particulièrement en cause le Télégramme, mais il y a quand même une remarque que je me faisais en écoutant la réponse sur pourquoi il y aurait plus ou moins de formations techniques, notamment en presse régionale. Moi, ce que j'observe, c'est plutôt un contournement du problème. C'est-à-dire que dans beaucoup de quotidiens régionaux aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de gens qui soient performants sur le numérique, et notamment le numérique le plus avancé, on va prendre des jeunes en CDD, qui vont d'ailleurs passer du Télégramme à Ouest France, de Ouest France au Courrier de l'Ouest, etc. Et quant aux anciens qui ne veulent pas s'y mettre, il y a les plans sociaux. Moi, je fais le baromètre social tous les ans pour les assises. Qu'est-ce que je lis systématiquement dans les plans sociaux ? C'est la volonté de faire partir des gens qui ne sont plus adaptés, et on crée, il n'y a qu'à regarder le plan de chez Ebra, là, par exemple, on crée quelques postes sur des profils ciblés sur ces techniques-là, et on fait partir des gens qui ne se sont pas adaptés. Donc moi je trouve qu'on a là une problématique de contournement, d'évitement de ce problème de la formation. C'est vrai sur un sujet qui serait celui que vous évoquez, c'est-à-dire de faire travailler effectivement des gens âgés, plus âgés, qui seraient souvent effectivement monitorés par des jeunes qui sortent d'école. Véronique, ça évoque. Pour le Télégramme, moi, ça me met. Enfin, j'entends hein, effectivement, et je suis pas insensible à ce sujet. Maintenant, alors, le Télégramme, on n'a pas de plan social, donc effectivement. Je ne m'y reconnais pas forcément. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au format de nos contenus, enfin de nos formations, des formations intra-entreprises, des formations internes dans lesquelles coaniment de la rédaction, du numérique, du marketing, avec des effectifs de 12 personnes qui sont pas sélectionnées par rapport à leurs âges, leurs prédispositions ou autres, mais qui sont sélectionnées parce qu'elles partagent soit une même problématique, une même organisation. Dans ces formats-là d'organisation, d'action, de formation, on embarque tout le monde. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait un véritable écart qui se creuse, qui justifie effectivement ce type d'action. Alors encore une fois, le Télégramme n'est peut-être pas représentatif non plus. On a une moyenne d'âge qui est sensiblement la même qu'ailleurs, qui est de 46 ans. On est malgré tout une petite entreprise, 220 journalistes, c'est pas énorme. Une polyvalence qui s'est beaucoup aussi développée, encore une fois beaucoup de transversalité. J'ose imaginer que finalement ce transfert un peu informel de connaissances et de compétences se fait naturellement entre les équipes. Mais cette notion de fracture-là, pour le moment, et j'espère qu'elle n'arrivera jamais, mais on n'observe pas. Mais voilà, là je parle vraiment pour le Télégramme et je ne peux pas me prononcer pour... Elle a existé, c'est sûr, dans certains journaux. Qui fait du podcast, qui fait de la vidéo verticale en Sur un autre aspect, mais qu'on n'a pas du tout évoqué, je me dis, il y a aussi la taille de l'entreprise, parce que là, on fait partie de grosses PME, voire de très grandes entreprises. Il y a quand même un problème dans les petites boîtes où c'est très très difficile d'envoyer des journalistes en formation. Et puis, même s'il y a de l'argent qui est disponible, parce qu'on voit à l'AFDAS, effectivement, il y a beaucoup d'argent. Même des fois, il reste de l'argent à la fin de l'année pour la formation,
Mais c'est souvent les grosses PME qui viennent finir les budgets parce que c'est compliqué. Même si l'AFDAS fait un travail énorme d'accompagnement des petites entreprises, ça reste compliqué pour les TPE et les petites PME d'envoyer du monde. Et puis ça demande aussi au service RH de prendre du temps, de chercher dans les catalogues, d'accompagner les journalistes, de voir ce qui est possible de faire, de contacter l'AFDAS pour le faire. Et quand c'est des petites boîtes, des fois, il n'y a juste pas les moyens humains, en fait, de le faire. Donc, c'est aussi une résistance importante qu'il faut pas... Enfin, une difficulté, en tout cas, qu'il ne faut pas négliger, quoi. Est-ce que moi, je peux poser une question à Jean-Marie? On va tout inverser. Est-ce que dans tous les entretiens que tu as eus pour écrire le dernier ouvrage, Le Doute, est-ce que certains journalistes ont justement impliqué peut-être leur absence de formation qui leur aurait permis d'évoluer dans un emploi dans lequel ils ne trouvaient plus de sens, qu'ils auraient souhaité faire autre chose, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une formation pour changer de poste, par exemple? Sur ceux qui quittent la profession? Ceux qui quittent la profession ou ceux qui se posent la question de savoir s'ils vont quitter la profession? Non, enfin en tout cas, c'est pas des problématiques qui sont... Non, ce que j'ai plutôt constaté, c'est ça que je pointais à l'instant, c'est-à-dire c'est le fait que dans un certain nombre de rédactions, alors c'est peut-être parce que c'est une solution de facilité, etc., mais on a une tendance en presse magazine, c'est en train de se transformer comme ça aussi, c'est-à-dire à figer les rôles, c'est-à-dire que le numérique qui évolue très vite est de plus en plus consacré aux jeunes, que l'on n'a pas forcément d'ailleurs, qu'on ne CDIse pas forcément, et on a tendance effectivement à ne pas trop vouloir bousculer, peut-être parce que c'est compliqué effectivement, ceux qui sont sur les anciens métiers, et quitte à, comme je disais tout à l'heure, et ça on le voit donc dans les journalistes qui ont plus de 50 ans et qui vont quitter la profession, et qu'on voit pousser plutôt vers l'extérieur via les plans sociaux, comme je disais tout à l'heure. Ou pousser vers le web, comme à TV5. Et comme nous, on a vécu aussi RFI, et quand on ne savait plus quoi faire, des personnes, on les envoyait à la rédaction web, qui était en train de naître. En plus, c'était vraiment... C'était il y a 10-15 ans. Et effectivement, quand on ne savait pas quoi faire de quelqu'un, il allait à la rédaction web. Et puis petit à petit, ça a complètement changé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, d'autres questions? Alors, nous avons respecté le temps. Ah non, pardon, c'est... Non, pas de souci. C'était juste une réflexion, en fait, par rapport à ce que disait Mylène. Dans les petites entreprises, alors je ne parle pas des pigistes là, dans les petites entreprises, c'est presque parfois plus facile d'avoir les formations qu'on veut. Je m'explique. Moi, je travaille donc à France Télé. J'ai des collègues qui travaillent dans des entreprises plutôt de type PME. Eux, ils galèrent un peu plus pour demander une formation et l'obtenir, mais ils ont celle qu'ils veulent. À France Télé, effectivement, il y a un recueil de souhaits, mais bien souvent, on n'a pas du tout ce qu'on a demandé. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir des gens qui demandent technique de l'interview, police-justice ou formation duplex, et qui se retrouvent avec une formation geste et posture ou éco-conduite. Bon, après, effectivement, ils n'ont pas trop envie d'y aller. D'un autre côté, nous, on a un autre problème. Quand Valentine disait les gens veulent à Strasbourg, ils ne veulent pas bouger. Alors peut-être qu'à Strasbourg, il y a une niche, je ne sais pas. Mais les gens, ils ne veulent pas bouger. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas bouger. C'est qu'aujourd'hui, les barèmes de remboursement d'hôtels notamment sont tels qu'ils doivent mettre de leur poche quand ils doivent venir à Paris, donc ils ne veulent plus y aller. Donc, non, mais il faut voir le problème dans sa globalité. Et en fait, à France Télé, on est super bien lotis. Enfin, clairement, on est des enfants gâtés, je suis d'accord. Mais on a les travers de la taille du groupe, qui fait que parfois on est perdu dans la masse, qu'il y a une déperdition d'informations et une certaine inertie qu'il n'y a peut-être pas dans certaines PME. Où effectivement, ça va être beaucoup plus difficile. Il n'y aura pas les mêmes budgets, pas les mêmes offres non plus, parce que nous, on a une offre... J'ai compté avant de venir, l'UFTV, il propose 63 formations exclusivement dédiées aux journalistes.
Voilà, je pense qu'il y a ça nulle part ailleurs. Malgré tout, on est victime, mais c'est pas votre faute, hein. Enfin, c'est pas la faute de Valentine, elle y est pour rien. Mais voilà, c'est un fait, et je pense qu'effectivement, parfois, ça peut être plus facile dans des plus petites entreprises que dans des gros groupes comme les nôtres. Voilà. Est-ce qu'il y a des représentants de petites entreprises ici? Il n'y a que des grosses boîtes. Ségolène, oui. Par rapport aux données qui ont été montrées au tout début, quand vous évoquiez que les petites entreprises forment moins, en fait, évidemment, ils forment moins en nombre de bénéficiaires, mais quand on regarde les données sur 2022, il y a beaucoup plus de petites structures qui ont envoyé au moins un salarié en formation que de grosses structures. Donc forcément, c'est des moins de 11, donc c'est inversement proportionnel au nombre de bénéficiaires formés par entreprise. Mais il y a beaucoup plus de petites structures en 2022 qu'on voyait des journalistes en formation que de grosses structures et de moyennes structures. Question, est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi dans vos données où les grosses boîtes ne font pas toujours appel à l'AFDAS pour les formations? Oui. Ouais, parce qu'il y a quand même leurs formateurs. Parce que les plus de 300 n'ont pas de conventionnel, par exemple, dans l'audiovisuel. Donc, en fait, elles gèrent leur formation avec leur argent et elles ne font pas forcément appel à vous. Donc, je pense qu'il peut y avoir un biais là-dessus. On parle formation via l'AFDAS, évidemment. Mais de toute façon, c'était effectivement le sujet du PowerPoint de tout à l'heure. C'était vraiment les données AFDAS. Donc, effectivement, après, tout ce qui est formation interne et tout ce qui est formation hors passage par l'AFDAS, effectivement, on n'a pas les données. Parce que je pense que tout ce qui se passe à France Télé, vous le voyez pas, par exemple. Et donc, ça se passe pas par l'AFDAS, donc on ne peut pas comparer les chiffres des petites entreprises et ceux des grosses entreprises quand vous n'avez pas les chiffres des grosses entreprises. Non.